Bonjour tout le monde, bonjour à ceux qui sont avec nous présentement, bonjour à ceux qui vont regarder en diffusion, en rediffusion. Je me présente Manon Dupont, donc je suis l'instigatrice du mouvement Devenir leader, boss de rêve. Donc, je gère un groupe privé Facebook de plus de 1000 gestionnaires et je suis impliquée en étant cadre moi-même dans le monde des gestionnaires, superviseurs, gérants pour amener la gestion d'employés à un autre niveau pour développer la facette humaine, aider des gestionnaires, des boss à attirer, motiver, à conserver des employés performants, bien sûr, sans laisser sa propre peau au travail, au travers de tout ça. Et puis, aujourd'hui, je vous invite à mettre votre micro fermé, à moins que vous ayez une question. Comment qu'on va fonctionner? Je vais gérer le chat. Donc, en tout temps, si vous avez une question, ne vous gênez-vous pas, allez l'ajouter. Et puis, je me permettrai d'interrompre Pascal pour pouvoir intégrer vos questions, qu'on puisse suivre le fil, là, puis que ce ne soit pas déconnecté avec votre question 10 minutes après, là. Donc, sans plus tarder, c'est un plaisir pour moi d'avoir Pascal Vaillancourt, qui est le directeur général, je dis DG, là, le directeur général d'Interligne, qui est anciennement Gay Écoute. Et puis, c'est une thématique qui me touche particulièrement. J'ai planifié l'activité avec Pascal pour parler de leadership inclusif. Étant moi-même un patron, c'est toujours intéressant de savoir c'est quoi que je peux faire de différent pour amener davantage d'inclusion dans mon milieu de travail. Et je trouvais que Pascal était donc la personne de choix. En plus que je le connais personnellement, je sais que les bottines suivent les babines, comme on dit. Alors, Pascal, ça fait déjà 7 ans et demi, presque 8 ans là, que tu es à Interligne. Oui, Je c'est te ça. dis un gros merci de prendre du temps avec nous. Ça va pouvoir aider beaucoup, beaucoup, beaucoup de patrons qui vont pouvoir écouter aujourd'hui en live pour te voir en temps réel, mais aussi en rediffusion. Puis je pense qu'on va ressortir avec beaucoup de nouveaux outils dans nos coffres. Je te laisse la parole. Merci beaucoup de l'invitation, Manon. Bonjour tout le monde. Ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous. Juste pour vous dire que j'ai quand même un peu de contenu, en fait, peut-être un peu trop, mais du moins, n'hésitez pas au fur et à mesure, là, comme Manon l'a dit, on s'est entendu qu'elle allait m'interrompre si vous avez des questions. Donc, je vais vous partager aujourd'hui une conférence qui s'appelle L'inclusion se met au travail. Et dans le fond, c'est pour vous parler comment transformer nos organisations pour qu'elles soient plus inclusives des personnes LGBTQ+. Et en même temps, on va aborder des enjeux de leadership à travers ça. Donc, n'hésitez pas si jamais vous avez des questions. Je vais juste partager mon écran. Moi, je ne vous verrai peut-être plus, alors n'hésitez pas à vous manifester avec votre voix si jamais je ne vous vois pas. Là, vous voyez quoi en ce moment? L'inclusion se met au travail. OK, parfait. Donc, ce ne sera pas long, je vais juste partager mon PowerPoint, cliquer sur le diaporama. Bon, parfait. En fait, pour commencer, je vais y aller avec qui suis-je. Manon m'a déjà présenté, je vais donc faire ça assez rapidement. Je suis directeur général d'Interligne depuis 2015. Interligne, en fait, pour les gens qui ne savent pas, c'est l'organisme qu'on connaissait auparavant sous le nom de Gay Écoute, qui est principalement un service d'écoute pour les personnes LGBTQ+, du Québec et même du Canada. Là, notre service est très large. On a aussi des appels de l'international. On a également une série de programmes complémentaires dans l'organisme qui viennent répondre à des besoins des communautés LGBTQ+, mais dans différents milieux. Donc, ça inclut les milieux scolaires, les écoles, les milieux de travail également, les milieux pour les personnes aînées. Donc, notre action est vraiment très transversale. Anciennement, j'ai été gestionnaire pour le programme des cadets du Canada à l'URSCS pour le programme de musique. J'ai travaillé en ressources humaines et pour le programme même de musique. J'ai également été entrepreneur pendant 8 ans dans le domaine musical également où on vendait des partitions de musique. Et ultimement, j'ai été enseignant au secondaire en adaptation scolaire pendant une 10
dizaine d'années. Ce qui fait que je le présente parce que mon parcours était un peu atypique. Je vais dans toutes sortes de milieux, je vais où mes intérêts me portent et c'est un peu ce qui a inspiré ce qui a inspiré le travail qu'on a fait chez Interligne également. Je vous ai déjà présenté un peu les services d'Interligne, donc ligne d'écoute 24/7. À l'heure actuelle, on a des enjeux. Là, notre service de nuit est en pas en suspens, mais il est menacé parce qu'on a un défi de financement avec le gouvernement. Mais malgré tout, on essaie de le garder ouvert 24 heures sur 24 pour les personnes. Et les autres programmes que je vous ai déjà nommés un peu plus tôt sont là, mais je vous invite à aller visiter le site d'Interligne à interligne.co. Les adresses sont là juste à votre gauche dans le PowerPoint et vous allez voir que le site est beaucoup plus complet que mon PowerPoint. L'objectif de la rencontre aujourd'hui, c'est de vous partager mon expérience de directeur général d'Interligne afin de vulgariser les concepts d'inclusion des réalités LGBTQ+, et vous donner des outils à titre de gestionnaire. Comment on fait pour transformer nos organisations? C'est pas toujours simple faire de l'inclusion, mais c'est faisable et on va essayer de discuter aujourd'hui de vous proposer quelques outils. Le plan de la rencontre, je commencerai à vous faire juste un petit topo des enjeux LGBTQ+ de notre époque, hein, parce qu'on en parle de plus en plus, ça s'est aussi diversifié beaucoup, juste qu'on se mette un petit peu tout le monde sur la même page, le pourquoi on en est rendu là. Et ensuite, on va aborder les enjeux de transformation organisationnelle en vous présentant l'exemple de Guy Écoute vers Interligne. Et je vais vous parler de la posture inclusive du leader ou de la personne qui veut faire de l'inclusion, les moteurs de changement et les facteurs de réussite. Puis à la toute fin, je vous présente quelques trucs dans les services d'Interligne qui pourront peut-être vous aider vous-même dans vos services. Donc, au niveau des enjeux sociaux LGBTQ+ de notre époque, je commence en fait avec le fait que les réalités LGBTQ+, il faut savoir qu'elles ont toujours existé. Ce ne sont pas des nouvelles réalités. Parfois, on dit c'est rendu difficile, on a des mots qu'on n'avait jamais entendus avant et tout ça, mais ce sont quand même des réalités, même si on n'avait pas toujours les mots pour les nommer, qui ont toujours existé. Peu importe l'époque, on retrouve des récits sur l'existence des personnes LGBTQ+, que ce soit au Moyen Âge, que ce soit dans l'Antiquité. Ces réalités-là ont toujours été là. Ces réalités-là ont même déjà été acceptées dans certains contextes et certaines sociétés dans le passé. Et avec, il y a eu différentes formes d'oppression qui sont arrivées, qui ont commencé à travers les religions ou l'instrumentalisation des religions pour justifier des comportements homophobes ou autres, dans le fond, des comportements d'oppression. Il y a également eu la colonisation qui a évidemment été très répressive sur ces enjeux-là. Il faut savoir qu'au Québec, les enjeux LGBTQ+, c'est quand même assez récent, notre histoire. Notre histoire date d'une soixantaine d'années, entre 50 et 60 ans, au niveau de l'avancée, des grandes avancées de nos droits. Il faut comprendre aussi que les personnes LGBTQ+, les plus âgées à l'heure actuellement, finalement, dans nos communautés, ce sont des communautés qui ont vécu la décriminalisation de l'homosexualité, la dépathologisation, donc le retrait de l'homosexualité. Là, ici, j'ai mis la date pour le DSM, le livre des maladies mentales, finalement, là, qui est la Bible, si vous voulez, des psychologues et des psychiatres. Mais il y a d'autres dates, là, parce que ça a été retiré de l'OMS aussi, l'Organisation mondiale de la santé, etc., un peu plus tôt, si je ne me trompe pas. On a également vécu, comme ailleurs dans le monde, la crise du VIH-Sida dans les années 80. Les descentes dans les bars, on ne s'en rend pas toujours compte, mais les descentes dans les bars ont eu lieu jusque dans les années 90 encore au Québec aujourd'hui. Puis dans les avancées de droit, l'union de fait pour les couples, il y a eu le mariage en 2005, les changements de mention de sexe sur les documents légaux qui est assez récent également dans notre histoire, là. Donc, il faut comprendre qu'une personne LGBTQ+ est née aujourd'hui, a passé par différentes formes quand même d'oppression et d'ouverture, parce que quand on parle de décriminalisation en 1969, il faut savoir que tout le monde né avant 1969 était considéré comme criminel en étant homosexuel ou
trans ou une autre réalité LGBTQ+. Donc, veut pas, quand on est considéré criminel par notre identité, ben, ça amène certains traumas. Et c'est la même chose quand on nous considère malade parce qu'on a une orientation différente ou une identité différente. Donc, ça fait en sorte que aujourd'hui, les personnes aînées ont vécu plusieurs traumas dans leur histoire. Et malheureusement, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, des fois, on a des personnes aînées qui ont été sorties du placard ou out, comme on se plaît à dire dans les communautés, pendant une bonne partie de leur vie, mais au moment de retourner des fois dans des résidences pour personnes aînées, mais à cause que les institutions les ostracisaient dans leur jeune temps, bien souvent, ils vont retourner dans le placard quand ils vont retourner dans un CHSLD par peur d'être soi-même et d'être réprimés à cause de ça. Donc, c'est assez épouvantable. Et ça existe encore aujourd'hui en 2022. Je vous en parle très brièvement parce que je veux qu'on s'attarde vraiment à l'inclusion dans les milieux de travail, mais pour comprendre où en sont les différentes générations avec ces réalités-là, je trouvais ça important quand même de le mentionner. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a une plus grande visibilité de nos enjeux par la médiatisation, par les œuvres de culture qui parlent davantage de personnes LGBTQ+. Et c'est ce qui fait en sorte aussi que on en voit beaucoup plus dans notre société aussi, qu'on voit beaucoup plus ces réalités-là. La recherche aussi s'intéresse à ces enjeux-là. Depuis quelques années, grâce au plan de lutte à l'homophobie et à la transphobie du ministère que le gouvernement libéral avait mis en place, on a maintenant une chaire de recherche sur ces enjeux-là au Québec. Il y a également une chaire de recherche sur le stress minoritaire qui s'intéresse au stress vécu par les personnes minoritaires dans la société dont font partie les personnes LGBTQ+. De plus en plus d'organismes communautaires existent également dans notre écosystème. Il y a quelques organismes qui datent des années 80, comme Interling. Interling, c'est le plus vieil organisme qui offre des services LGBTQ+, au Québec. Mais après ça, il y a des organismes qui sont nés dans les années qui ont suivi, même dans les années 90-2000, beaucoup d'organismes sont nés. De services d'éducation populaire ou de défense de droits, ce qui fait qu'on parle de plus en plus de ces enjeux-là. Et grâce à toute cette visibilité-là, veut pas, ça a donné l'occasion également à l'émergence de modèles, donc des artistes, des personnalités publiques, des personnalités politiques qui ont fait des coming out. Et veut pas, quand on parle de modèles, ça permet à des gens dans la population générale de s'identifier. Et souvent, c'est là également qu'on va préciser les enjeux, d'où mon dernier point, précision des enjeux ou simplement, j'aime bien dire des mots pour exister. L'acronyme LGBTQ+, que vous connaissez, on a vu l'allongement de cet acronyme-là. Les nouveaux mots qui sont arrivés, des mots aujourd'hui que le grand public ne comprend pas toujours. Mais chacun de ces mots-là est quand même important pour les personnes parce que c'est ce qui leur a permis de mettre des mots sur leur réalité qui est souvent très différente d'une personne à l'autre. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a autant de parcours dans la société qu'il y a de personnes. Il n'y a pas un parcours pareil et dans les communautés LGBTQ+, c'est la même chose. On a longtemps parlé de gays et lesbiennes dans nos communautés, mais il y avait d'autres réalités qu'on invisibilisait, qu'on ne parlait pas. Et aujourd'hui, on les aborde plus. Aujourd'hui, on parle plus de bisexualité. On parle plus de transidentité ou de personnes trans. Et bref, et toutes les autres lettres de l'acronyme. Aujourd'hui, je ne rentrerai pas dans le détail de l'acronyme parce qu'on n'a pas le temps de faire ça. Ce n'est pas une formation qui va être axée sur vous donner de l'information sur LGBTQ+. Ça va être plus sur les aspects de transformation organisationnelle et l'inclusion dans les milieux de travail. Donc, si vous avez des questions par rapport aux lettres de l'acronyme et tout ça, peut-être à la fin, je pourrais répondre, mais sinon, je vais vous donner des ressources après ça pour vous donner un peu d'infos. Mais si je continue mon dernier point avec l'acronyme que vous voyez là, c'est l'acronyme qu'on voit au long, qui est le plus long souvent qu'on remarque dans les communications des fois à travers le web ou à travers différents organismes vont l'utiliser. L'acronyme il n'est pas toujours pareil. C'est important de savoir qu'il y a plusieurs formes possibles. L'acronyme, comme vous le voyez un peu plus bas, j'ai mis LGBTQ2S, LGBTQ+. Des fois, c'est juste LGBT que vous allez voir. Des fois, bon, là, vous voyez 2S, LGBTQI. L'acronyme n'est pas toujours écrit pareil, mais on parle essentiellement des mêmes réalités. Pourquoi il n'est pas toujours pareil?
c'est que souvent, on veut offrir plus de visibilité à certaines réalités. Je vous donne un exemple. Chez Interling, on utilise l'acronyme LGBTQ+, parce que nos services sont développés pour, oui, pour tout le monde, mais nos services sont spécifiques aux communautés LGBTQ. Et là, on va probablement ajouter le I dans notre acronyme parce qu'on vient de développer des services pour les personnes qui s'identifient au I, qui veut dire intersexe. Donc, pour s'assurer que les personnes intersexes comprennent que quand elles viennent chez Interling, il y a des services pour elles, on va probablement l'ajouter éventuellement dans nos communications. Au gouvernement fédéral, on voit souvent l'acronyme LGBTQ2S, où là, je pense qu'il est en train de se transformer vers le 2S LGBTQ. Mais le but étant le 2S, c'est pour les personnes bispirituelles. Et bispirituel, ça fait partie des communautés autochtones. Et quand les libéraux ont été élus, il y avait clairement un désir de refaire des ponts avec les communautés autochtones. Donc, ça faisait partie de leur plan. Donc, ils ont clairement voulu donner de la visibilité aux réalités autochtones à travers l'acronyme. C'est pour ça qu'eux autres ont fait le choix d'utiliser cet acronyme-là pour s'assurer qu'on n'oublie pas les personnes autochtones. Et le petit plus, en fait, c'est pour s'assurer que même si on n'a pas nommé les autres lettres, qu'on sache qu'elles font partie de l'acronyme dans notre tête. Donc, voici pourquoi il est différent d'une place à l'autre. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à maintenant, Manon? Non, ça Non? semble bien suivi. Parfait. L'évolution des enjeux, en fait, dans nos communautés a fait en sorte que nous-mêmes, comme organisation Interling, on a dû se poser des questions à un certain moment. Quand moi, je suis arrivé à la direction générale en 2015, on avait environ 9 500, 10 000 recours par année à notre service d'aide, qui était notre service d'écoute 24 heures. Bien, il n'était pas encore 24 heures à l'époque, mais autour de 10 000, là, entre 8 heures à minuit. De ces recours-là, on a dressé un portrait finalement de qui nous joignait. Et voici le petit constat que je vais vous faire. Je vais vous montrer en fait où en était notre constat. Parce que ce que je vais faire à travers les prochaines diapos, c'est vous expliquer pourquoi GayEcoute est devenu Interling, puis comment on est devenu Interling, tant sur le plan de notre image que de l'évolution de nos pratiques. Donc, notre premier constat en 2015, c'était que les recours aux services d'écoute diminuaient d'année en année. On se rendait compte qu'on n'était plus très actuel et que les gens faisaient de moins en moins de recours à notre service d'aide, alors que dans d'autres ressources, ça se maintenait ou ça augmentait. On avait aussi remarqué que 80 des recours qu'on recevait étaient des hommes. Alors que dans la population en général, quand on va dans les autres lignes d'écoute, c'est majoritairement des femmes qui demandent de l'aide. Alors nous, on se disait, oh mon Dieu, avec GayEcoute, à cause du nom probablement, on inspirait plus les hommes gays à demander de l'aide. Donc, sur les 10 000 recours, 80 étaient des hommes. On peut supposer que c'était des hommes blancs, des hommes gays, parce que ça, on le sait, là, souvent les gens le mentionnent, puis à travers leur expérience qu'ils nous racontent, on finit par le savoir. Pourquoi je dis blanc, c'est que la majorité de l'équipe d'Interling était blanche. Donc, en fait, je ne dis pas la majorité, la totalité de l'équipe d'Interling était blanche. Fait que je pense qu'on peut s'entendre que des personnes blanches, on va souvent attirer des personnes blanches parce que notre culture, elle est peut-être plus rapprochée, disons, et par le fait aussi que nos pratiques internes n'étaient pas adaptées à différentes cultures. Elle était vraiment, on ne s'était pas intéressé finalement à l'époque à la diversité des cultures également. On avait difficulté à joindre les femmes. Les femmes ne demandaient pas d'aide. Puis quand elles le faisaient, moi, mon bureau était à côté de notre ligne d'écoute. Puis j'entendais les femmes dire, est-ce que j'ai le droit d'utiliser votre service? Est-ce que c'est juste pour les hommes? Moi, ça m'apparaissait très fort comme message. Je me disais, bon, ben là, on a un problème. Ça veut dire que les femmes n'osent pas nous appeler. Puis celles qui osent ne sont même pas certaines qu'ils peuvent, ils demandent la permission. Donc, pour ces raisons-là, ça faisait partie de nos questions également sur notre identité. Les jeunes également, hein, on était GayEcoute, mais quand tu es en phase de questionnement à l'adolescence, la dernière chose que tu veux quand tu es à l'école, c'est de faire dire que tu es gay quand tu ne t'acceptes pas encore. Et parce que à l'époque, c'était quand même hein, t'es gay ou t'es tapette, c'est encore des vocabulaires très forts, très imagés pour blesser, pour intimider. Donc, tout ça faisait en sorte que quand on allait dans des écoles, les jeunes ne venaient pas vers nous. On avait des kiosques parfois avec d'autres organismes. Les jeunes allaient dans les kiosques des autres organismes, mais ne venaient pas vers le kiosque de GayEcoute parce qu'ils ne voulaient pas être étiquetés
à avoir été voir l'organisme, finalement. Et pour ces raisons-là, ça faisait que ça se reflétait à notre ligne. On recevait très peu d'appels de jeunes il y a quelques années. On recevait à peu près pas d'appels de personnes trans ou des autres réalités LGBTQ+, donc de la bisexualité, la pansexualité, la sexualité ou les personnes non-binaires. On recevait à peu près pas d'appels à l'époque. Et l'organisme était fortement critiqué dans son propre écosystème par les autres organismes autour à mission, disons, plus spécifique. Donc, des organismes qui étaient, parce qu'Interlink, c'est généraliste dans les communautés LGBTQ+, mais il y a des organismes qui offrent des services spécifiques aux femmes, spécifiques aux personnes trans. Ce pas des lignes d'écoute, mais qui offrent des services, disons, des fois, c'est des activités sociales, des fois, c'est de la formation, etc. Ces organismes-là, à l'époque, critiquaient vraiment beaucoup Gay Écoute pour son manque d'inclusion. Donc, notre diagnostic était assez clair. On avait un défi au niveau de notre image. Donc, on a fait appel à une agence de communication pour établir un diagnostic, pour dire c'est quoi qu'elle a notre image, qu'est-ce qui ne marche pas avec notre image. Et de là, en a découlé également un sondage à la population. Qu'est-ce que vous pensez de Gay Écoute? Qu'est-ce que Gay Écoute vous inspire comme organisation? Puis là, on a eu toutes sortes de commentaires. Ah, Gay Écoute, ça me fait penser à un organisme qui n'a pas bien vieilli. Ou Gay Écoute, ça me fait penser à un homme blanc avec les tempes grises sur le côté. C'était des commentaires de toutes sortes, mais ça nous lançait un bon message que les gens trouvaient qu'on ne s'était pas actualisé, puis qu'on ne s'était pas adapté finalement à la diversité des réalités dans nos communautés. Donc, le résultat, c'est qu'un organisme perçu comme étant non inclusif qui vient seulement en aide aux hommes gays d'âge mature. Ça, c'est ce que les gens nous disaient en majorité dans notre sondage. Donc, une série de réflexions internes sur nos pratiques et sur notre image ont débuté à cause de ce diagnostic-là parce qu'on s'est dit, changer d'image, c'est une chose, mais si les gens viennent vers nous parce que là, notre image est inclusive, mais que nos pratiques ne le sont pas, on va juste frapper un mur, puis ces gens-là ne reviendront plus vers nous. Et encore plus grave, c'est que si on n'a pas adapté nos pratiques, on va peut-être faire vivre des micro-agressions à ces personnes-là. Puis c'est la dernière chose qu'on veut faire vivre à des personnes qui viennent chercher de l'aide. Donc, on a décidé d'entamer cette réflexion-là et en parallèle, on a développé une grande réflexion puis une transformation organisationnelle sur nos pratiques internes finalement et par le fait même l'image corporative de l'organisme. C'est donc une transformation qui a été en plusieurs étapes. Je vais aller quand même rapidement dans les étapes parce que je sais que l'heure avance rapidement. Mais la présentation des différentes réalités, la représentation, à mon avis, c'est une clé de l'inclusion. Si on veut des personnes LGBTQ dans notre organisation qui font des coming out et qui sont bien dans nos organisations, il faut y en avoir partout. Donc, je vous donne un exemple. Chez Interling, notre organisme est constitué de personnes bénévoles, d'employés et de membres du conseil d'administration. Bien, pour nous, la représentation, ça devait être dans toutes ces sphères-là de l'organisme. Donc, il fallait en avoir partout. Fait qu'on a changé nos façons de recruter. On s'est assuré de la représentation dans toutes les sphères aussi où il y a du pouvoir. Donc, le conseil d'administration qui fait la gouvernance, qui réfléchit, à la stratégie sur 5 ans de l'organisme avec la direction, etc. On s'est assuré que les personnes LGBTQ qu'on avait dans ces différents paliers de l'organisme, elles soient diversifiées, que ça ne soit pas que des hommes gays, parce que les dynamiques qu'on retrouve dans la société, là, de boys club dans les CA, bien, on a ça aussi dans les organismes LGBT. On avait ça. Moi, quand je suis arrivé chez Gay Écoute, le CA, c'est une gang de gars. Il y avait une femme dans le CA. Puis on était content de dire qu'on avait une femme dans le CA. Mais on était encore très loin de la parité à l'époque. Donc, pour en arriver à une meilleure représentation, c'est là qu'on en est venu à réviser les règlements généraux de l'organisme. Les règlements généraux d'un organisme communautaire, c'est le fondement même de l'organisme. C'est ce qui constitue le membership de l'organisme, mais également le conseil d'administration. Donc, on a revu comment on fait pour avoir un conseil d'administration plus inclusif, pour avoir des gens plus diversifiés, pour ne pas faire semblant de vouloir la parité et de ne jamais l'avoir, mais pour s'assurer d'être un CA paritaire. Donc, dans le conseil d'administration, dans les règlements généraux, on s'est assuré de mettre des nouvelles mesures qui tenaient compte de l'aspect de
représentation, de la diversité de la représentation, puis du partage de pouvoir, parce qu'on ne veut pas que le pouvoir, dans un organisme LGBTQ+, on a le souci des genres et on ne veut pas que le pouvoir soit toujours dans les mains des hommes. Donc, pour ça, on a revu tous les règlements généraux de l'organisme. On a également revu nos pratiques d'embauche, de recrutement d'employés. Moi, j'ai été chanceux quand on a changé le nom et les pratiques de l'organisme. Ça a donné que j'ai eu plusieurs occasions d'embauche suite à différents départs d'étudiants qui avaient fini leurs études, qui étaient partis travailler dans un autre domaine ou autre. Et à partir de ce moment-là, on s'est donné un défi d'aller chercher des personnes avec des réalités différentes, donc des personnes racisées, avec un parcours de personnes racisées, des personnes trans qu'on n'avait pas à l'époque. À l'époque, notre équipe était essentiellement constituée d'hommes ou de femmes, principalement d'hommes, je dirais. Donc, on est allé chercher ces réalités, des femmes aussi, d'aller chercher des personnes non-binaires aussi. Donc, on a diversifié l'équipe d'employés au sein de l'organisme. Et mine de rien, quand tu amènes de nouvelles réalités au sein de l'organisme, bien, ça fait en sorte que tu en arrives à être en mesure d'avoir des conversations sur des sujets que tu n'as pas vu venir ou que tu n'avais pas auparavant quand tout le monde se ressemblait au sein de la représentation de l'organisme. Le portrait bénévole a également est devenu beaucoup plus diversifié parce qu'on a changé nos façons de recruter. On a changé les messages. On a changé aussi les endroits où on envoyait des demandes de recrutement pour les bénévoles. Avant, on allait toujours dans les mêmes endroits. Là, on a changé. On a approché des organismes de communautés de personnes racisées LGBTQ+, pour s'assurer que ça ne soit pas que des personnes blanches dans notre équipe. Donc, on a vraiment diversifié nos pratiques dans le but que notre portrait bénévole se diversifie. Et le fait d'avoir des gens à différents visages chez Interligne, différentes réalités, quand on prend des photos, quand on les met sur nos réseaux, veut pas, ça attire différentes réalités aussi. Quand on avait des personnes blanches, on avait un portrait bénévole très blanc. On avait 35, à peu près 35-40 bénévoles en 2015. Là-dessus, il y avait à peu près 36-37 gars, 3 femmes, genre. Tu sais. Donc, aujourd'hui, notre portrait est beaucoup plus diversifié. C'est complètement un autre portrait de la situation. On a également fait appel à des porte-paroles diversifiés. Par le passé, on avait des porte-paroles. Quand je parle de porte-parole, je parle de personnalités publiques. Avant, on avait souvent des hommes gays à notoriété, exemple Danny Turcotte. On avait eu le comédien Éric Bernier. Il y avait même eu Daniel Pinard à un moment donné. C'était toujours des hommes. On a eu une fois une femme qui était Monique Giroux, puis c'est pas elle qu'on l'a pas eu très longtemps, c'est ce que je veux dire en fait. Donc, quand on a décidé de recruter de nouvelles personnes porte-parole, on a décidé de ne pas se limiter à une personne et d'aller chercher un portrait diversifié. Donc, on est allé chercher, exemple, Gabriel Bouliane-Tremblay, qui est une personne trans. On est allé chercher Simon Boulris, qui est un homme gay, parce que les hommes gays ont encore besoin d'aide également. On est allé chercher Sophie Paradis, une comédienne lesbienne de mère d'une famille pluriparentale. Donc, l'idée pour nous, c'est d'avoir différentes réalités dans notre porte-parole. Et on est allé également chercher une personne racisée à l'époque qu'on a perdue, mais on est toujours dans la démarche de trouver des personnes racisées pour joindre notre équipe de porte-parole. La personne qu'on avait, c'était Nicolas Ouellette à l'époque, mais la carrière de Nicolas a comme explosé, donc moins de temps pour s'investir dans les groupes communautaires. Mais malgré tout, c'est quand même une responsabilité qu'on a d'aller chercher d'autres visages pour s'assurer de parler au plus grand nombre possible dans la population. On a également fait, je m'excuse, on a également fait dans nos transformations de nouvelles politiques de communication plus inclusives à l'interne. Chez Interligne, le masculin générique n'existe plus. Nous n'utilisons pas le masculin générique dans toutes les communications de l'organisme, que ce soit quand on développe un outil, un guide pour les écoles ou pour peu importe pour qui on le fait, ou carrément dans nos médias sociaux. Donc, la petite phrase dans nos offres d'emploi qu'on a tous de dire le masculin est utilisé dans le but d'alléger, nous, on ne fait pas ça. Parce qu'une des façons d'invisibiliser les modèles, je vous donne un exemple, une personne autrice qui a écrit des livres qui s'appellerait Gabriel et qu'on qualifierait d'auteur. Parce que des fois, dans les médias, on en parle. OK, Gabriel Bouchard, auteur de tel livre. Qui nous dit que Gabriel est une femme? Gabriel, ça peut être un gars, ça peut être une femme, on ne le sait pas. Donc, chez Interligne, on a fait le choix d'utiliser un peu l'approche de la féminisation ostentatoire dans le but de marquer le féminin. Donc, nous, on dirait
Gabrielle Bouchard, autrice de tel livre, pour que les gens comprennent que c'est une femme, cette autrice-là. C'est de mettre en valeur les modèles pour continuer de permettre aux gens de s'identifier à des gens qui ont du succès comme ça dans nos communautés. L'autre truc aussi, c'est le plus possible, on va écrire neutre aussi. Tu sais, là, on parle de marquer le féminin lorsque la personne, on le sait qu'elle s'identifie au féminin, mais dans tous les cas, on va souvent parler de façon plus neutre. On va utiliser le terme personne. Exemple, personne étudiante, au lieu de dire chers étudiants, chères étudiantes. On va souvent utiliser le mot personne parce que dans les étudiants, les étudiantes, il y a peut-être des personnes qui s'identifient ni à un ni à l'autre. Il y a des personnes non-binaires qui se sentent plus dans le milieu. Donc, pour toujours être inclusif des gens, on va utiliser un vocabulaire épicène, donc un vocabulaire qui est plus neutre. Donc, voici notre politique chez Interling. Par contre, les communications inclusives, il faut savoir qu'il y a différentes approches. Nous, c'est celle qu'on a choisie. On n'utilise pas l'écriture avec des points parce qu'on trouve ça moins inclusif pour les gens qui ont des défis langagiers, donc dyslexie, dyspraxie, etc. Donc, pour ces raisons-là, nous, on n'utilise pas ça. On utilise plus l'écriture épicène, mais il y a différentes approches qui peuvent être valides pour vos organisations. On a diversifié également nos services. Aujourd'hui, on aide beaucoup plus de communautés LGBTQ+, qu'avant. Avant, je vous ai dit qu'on avait 80% des hommes gays qui utilisaient nos services, mais en diversifiant l'offre de services chez Interling, on a répondu à des besoins qui étaient très différents dans chacune des communautés. Donc, les communautés trans, les communautés des femmes lesbiennes ou les bisexuelles donc, en diversifiant nos services, on offre plus de trucs, et on répond à plus de gens. Donc, le portrait s'est complètement changé. La clé aussi, c'est la formation, la formation, la formation. Chez Interlink, ça fait partie de notre ADN, de notre culture. Dans mon budget annuel, j'ai toujours un budget formation. Dans la formation initiale des bénévoles, il y a toujours un enjeu sur la formation des réalités LGBTQ+. Il y a également une formation mensuelle pour les bénévoles, pour les employés à tous les derniers mardis, les premiers mardis de chaque mois chez Interling. C'est comme ça fait vraiment partie de notre culture et dans ces formations-là, on aborde des enjeux où les gens de l'organisme pourraient avoir des billets. Donc, je vous donne des exemples de formations. On a fait des formations sur les enjeux de personnes racisées, sur les enjeux trans, sur les enjeux de neurodiversité bientôt. On a une formation qui s'en vient après Noël là-dessus. Les enjeux de violence sexuelle pour comprendre ce que les gens vivent quand ils vivent ce genre de situation-là, puis être en mesure de mieux interagir avec ces personnes-là et mieux intervenir. Donc, évidemment, dans vos organisations, on adapterait des formations en lien avec votre mission, avec vos valeurs pour offrir un meilleur service, pour s'assurer que votre milieu est sécuritaire pour les personnes LGBTQ+. Et évidemment, ultimement, on en est arrivé à un changement d'image, un changement de nom. C'est pour ça que Gay Écoute est devenu Interling. Qu'Interling est beaucoup moins précis comme nom que Gay Écoute, on en est conscient. Mais en même temps, quand on veut parler largement, c'est difficile d'avoir un nom trop précis. Et on a évité d'aller dans un nom qui avait l'acronyme parce que vous le voyez vous-même depuis 5-6 ans, l'acronyme est en constante évolution. On ne voulait pas changer notre nom à chaque année parce que l'acronyme évolue et tout ça. Puis Interling, pour nous, c'était un concept. C'était en marge, en marginalité, dans l'interligne en musique, dans l'interligne en français. Il y a des choses qui sont là, qui sont valides et qui ont autant de valeur et qui sont importantes. Donc, pour nous, c'est un concept un peu philosophique du pourquoi on a choisi Interligne. Et pour marquer ce qu'on fait, notre slogan, c'est Interligne. Vous le voyez en haut dans le coin à droite. Parlons diversité sexuelle et de genre. Donc, c'est ce qu'on fait. On a mis, au lieu de mettre l'acronyme, on a parlé de diversité sexuelle et de genre au sens large. Donc, les résultats de cette transformation-là, depuis 2017, Interling obtient à chaque année 30 d'augmentation annuelle à son recours, à son service d'aide, donc sa ligne d'écoute. Environ 30 000 recours par année qu'on reçoit à l'heure actuelle, sauf pendant l'année pandémie, je trouvais ça important de le nommer, près de 50 000 recours qu'on a reçus. De ces recours-là, le portrait s'est complètement diversifié. Je vous ai dit tantôt qu'on avait 80 de personnes qui nous contactaient, qui étaient des hommes gays, probablement blancs. Aujourd'hui, le portrait a changé. 44 des femmes, 42 des hommes,
13% des gens ayant un parcours trans, 30% des jeunes en questionnement ou des jeunes LGBTQ+. Donc, les communautés qu'on ne joignait pas il y a 6 ans, 7 ans, on les joint aujourd'hui. On réussit à les joindre. On a un CA qui est beaucoup plus diversifié. L'organisme a accueilli sa première présidente à son conseil d'administration il y a environ 4 ans. Quand on a changé le nom l'année suivante, nos membres ont élu une présidente dès l'année suivante. On était très fiers de ça. Diversité aussi des provenances, des compétences, des réalités LGBTQ+. Le CA est complètement diversifié. Il y a des gens qui représentent la mission dans le CA, mais il y a des gens qui arrivent des expertises externes. Il y a des gens qui couvrent des régions dans le Québec parce que c'est pas pareil en région, c'est pas pareil non plus dans les grands centres urbains. Puis, on a toutes sortes de réalités. Bisexualité, trans, non-binaire, personnes racisées. Le tiers de notre CA sur 15 membres, ce sont des personnes racisées. Et quand je dis paritaire, c'est que notre CA est clairement paritaire. La moitié du CA, ce sont des hommes. L'autre moitié, ce sont des femmes. Puis là-dedans, il y a aussi des personnes trans non-binaires, là, mais les hommes ne sont plus les décideurs majoritaires dans le conseil d'administration. Également, on a créé de nombreux partenariats depuis que l'organisme a été transformé. L'augmentation de nos revenus a été vraiment impressionnante parce que les bailleurs de fonds se sont intéressés à la diversité. Ce sont souvent malheureusement des revenus non récurrents, mais ça reste quand même que nos revenus par projet ont bondi. Donc, des revenus par projet, c'est souvent des revenus qui sont là pour 1 an, des fois 2. L'attraction et la rétention du personnel. En ce moment, il y a des gros enjeux de personnel. Puis dans notre organisme, les salaires ne sont vraiment pas élevés parce qu'on n'a pas des grands moyens, mais on réussit à garder notre monde parce que notre organisme est vraiment quand même très inclusif, de plus en plus inclusif. L'augmentation de la portée de nos communications, on joint beaucoup plus de communautés qu'on en joignait. Puis aujourd'hui, la diversification du portrait bénévole a vraiment complètement changé. Fait que ça, c'est vraiment la transformation de notre organisation. Puis c'est pour vous donner un exemple de ce qui peut être fait dans vos propres organisations. Il faut évidemment, vous l'aurez compris, pour réussir ces changements-là, ça prend certains talents. Puis quels ont été les facteurs de réussite? Bien, à mon avis, c'est la posture qu'on prend, la posture inclusive. Tantôt, je vous disais, l'acronyme, il se complexifie. C'est sûr qu'il se complexifie, puis ça ne vient pas toujours facile pour tout le monde de tout comprendre, puis on le comprend. Hein, je veux dire, moi, comme personne qui travaille dans un organisme LGBTQ+, je ne m'attends pas à ce que vous connaissiez l'acronyme. Je ne m'attends pas à ce que vous connaissiez chaque lettre de l'acronyme. Je m'attends à ce que vous ayez une curiosité de vous intéresser aux personnes qui sont différentes de vous. C'est ça, dans le fond, qu'on s'attend comme communauté. Donc, la posture inclusive, c'est clairement un état mental, un mindset dans lequel on se met, qui nous amène à développer des réflexes pour contribuer à la création d'espaces sécuritaires, équitables et diversifiés pour tout le monde dans nos organisations. Prendre conscience que l'inclusion, là, c'est en constante évolution, puis ça ne sera jamais atteint à 100%. L'inclusion, là, tu sais, j'en connais pas d'organisme 100% inclusif. J'en connais pas du tout. Puis il n'y en aura pas, puis il n'y aura pas d'entreprise 100% inclusive. Pourquoi? Parce que les enjeux sociétaux, ils changent à chaque année, ils changent toujours, c'est en constante évolution tout ça. Ce qui peut être une expertise à développer, ce n'est pas l'inclusion de toutes les réalités. L'expertise à développer, c'est notre posture inclusive, c'est notre état mental dans lequel on se met. Développer ça chez notre monde, dans nos organisations et dans notre leadership, parce que tout part du leadership, à mon avis. Si nos leaders ne sont pas inclusifs, on ne peut pas s'attendre à ce que notre monde va l'être. Puis des fois, quand notre monde est plus inclusif que nos leaders, c'est un peu gênant. Parce que les organisations sont portées par les personnes qui y travaillent. Et ce qui fait en sorte qu'on perd notre monde, c'est souvent quand le leadership ne suit pas ce qui se passe dans la société et dans les enjeux que notre équipe voudrait voir remonter. Plusieurs attitudes favorisent de façon marquée le changement vers un milieu, vers l'inclusion, ce qui fait que nous, on a réussi notre changement. En fait, je vais vous le dire, je vais vous les présenter, ces attitudes-là. Une des premières choses, un vocabulaire à proscrire. Je vois ça, Manon, là, souvent dans tes affaires, tu dis on devrait utiliser tel mot plus que tel mot. Ça fait plus positif, ça fait plus inspirant. Même chose en inclusion. C'est rendu compliqué. Hein? L'acronyme, mon Dieu que c'est compliqué. Ou pas à nous autres de nous adapter, c'est à une minorité de gens. C'est à eux autres de s'adapter.
Ou on ne sait plus ce qu'on a le droit de dire ou de ne pas dire. Ça, on l'entend souvent aussi. Ou c'est donc rendu complètement fou. Après ça, ils vont vouloir s'identifier à quoi? Une chaise? Ben, ce genre de vocabulaire-là, là, c'est clairement à proscrire quand on a un mindset d'inclusion. Ce genre de comportement-là, c'est ce qui nuit carrément au bien-être des gens, des personnes LGBTQ+. Puis il y a un concept qu'il faut comprendre aussi, que ça prend différents moteurs de changement vers un environnement plus inclusif, et ce n'est pas aux personnes en situation de minorité à mettre en place ces changements-là. C'est au leadership et aux gens qui disposent du privilège d'être la majorité à créer l'espace de confiance, à créer l'endroit pour que les gens se sentent bien dans le milieu. Et dans ça, on a chacun une responsabilité individuelle, plusieurs responsabilités individuelles. En fait, j'aurais dû le mettre au pluriel, mais la première, c'est de se responsabiliser face à nos réactions et à faire preuve d'humilité. On ne se rend pas compte des fois qu'un petit commentaire peut sembler homophobe ou peut être homophobe pour une personne ou transphobe ou, bref, hostile pour une personne LGBTQ+. Quand on le fait, il faut juste en prendre conscience si la personne réagit. Et se responsabilité face à nos réactions, ben, ça veut dire de ne pas banaliser celle des autres non plus. Une multitude de réalités et de parcours peuvent être complexes et différentes d'une autre. OK? Et ça, il faut en prendre conscience. Patience, particulièrement lorsqu'on ne comprend pas des réalités. Ça se peut qu'on ne comprenne pas tout. Je l'ai dit, l'acronyme s'est complexifié, mais en même temps, on peut faire chacun notre éducation là-dessus. Puis faire preuve d'ouverture, d'avoir une certaine curiosité intellectuelle. Puis faire preuve d'ouverture lorsqu'on se fait corriger. Parce que quand on se corrige, on n'est pas en train de dire vous n'êtes pas bon ou vous êtes nul. On est juste en train de vous dire j'aimerais que tu t'adresses à moi de cette façon-là, ou j'aimerais que la personne, dans le fond, quand on corrige, c'est pas dans le but d'humilier l'autre personne, c'est dans le but que tout le monde se sente bien dans le milieu. Donc, ça, c'est Pascal, important de l'avoir en tête. Oui. Pascal, est-ce que tu pourrais en profiter dans ce petit moment-là pour expliquer là, la nouvelle venue sur LinkedIn? Il, elle, puis... Oui. En fait, vous le voyez aussi dans mon titre, là, sur le Zoom, j'avais mis dans mon pronom, mes pronoms, en fait. Mais je pense que j'y arrive, en fait, un peu plus loin, Manon. Si tu me laisses aller, là, j'aborde des pronoms un peu plus loin. Ah, good! Fait que je vais vous en parler. Mais évitez les justifications aussi quand on se trompe. On se trompe. Hey, je suis désolé, je ne savais pas. Comment je dois m'adresser à toi? T'sais? Juste de poser la question plutôt que de dire ben là, c'est trop compliqué ou voyons, comment tu voulais que je le sache? Ou non, tombons pas là-dedans. Si on veut vraiment faire de la place et créer un espace sécuritaire, c'est qu'on prend nous-mêmes notre humilité puis on fait attention à ça. Ce n'est pas à propos de nous ou de nos sentiments. Quand quelqu'un nous corrige, c'est comme je le disais, c'est pas en train de nous humilier ou de dire t'es pas bon. C'est par rapport à comment elle veut qu'on s'adresse à elle. T'sais. Donc, ça, c'est important d'en prendre conscience. Ensuite, partager le poids du changement. Dans les organisations, des fois, on se dit, on voudrait être inclusif, mais on va aller voir la personne LGBTQ+, ou la personne racisée, parce qu'on veut rendre le milieu plus inclusif des personnes racisées, puis on va dire, hey, comment on fait? Bien, ça, il faut faire attention, parce que ça, on appelle ça tokeniser. Puis je vais en reparler un peu plus loin dans la formation, mais l'idée, c'est de partager le poids du changement. Ce n'est pas de tout mettre sur les épaules d'une seule personne dans l'organisation. Donc, pour partager le poids du changement, des choses qu'on peut faire, c'est de s'informer et s'éduquer soi-même. D'éviter de mettre le poids sur une seule personne ou sur la personne LGBTQ de votre milieu. Travailler en équipe. Quelles sont les responsabilités des personnes LGBTQ+? Parce qu'effectivement, les personnes LGBTQ+, vont peut-être vouloir être impliquées, engagées dans ces changements-là parce qu'ils ont des connaissances et on veut aussi rendre le milieu inclusif à leur réalité. Donc, mais il faut négocier, voir jusqu'à quel point les gens sont à l'aise de s'impliquer, de s'engager là-dedans. En fonction de ses capacités, de donner de son temps, d'être réaliste, de s'occuper de soi, de nommer ses besoins clairement pour faciliter les changements. Fait que ça, c'est ce qu'on peut faire, qu'on peut valider avec les personnes LGBTQ+ de notre milieu. Puis, l'espace pour les responsabilités des autres, ben, se former, s'informer, faire preuve d'ouverture et de patience, écouter et mettre en action les recommandations. Donc, voilà comment le poids du changement peut être partagé.
Le détournement cognitif, je n'ai un peu parlé tantôt, mais précisément ce que ça veut dire, là, il y a un mot pour ça en anglais qui est le gaslighting. Le mot veut dire comportement nuisible par lequel l'information est déformée ou présentée sous un autre jour ou omise sélectivement pour favoriser la personne émettrice du comportement ou faussée dans le but de faire douter la victime de sa mémoire, de sa perception et de sa santé mentale. Je vais vous le traduire très simple. On fait une joke sur les personnes trans dans le milieu. Il y a une personne trans qui ne la prend pas bien, qui le manifeste. Puis là, on réagit en disant voyons, t'es donc bien susceptible. On est comme en train d'invalider son émotion alors qu'elle est directement touchée par le sujet qui touchait la blague. Ça, c'est ce qu'on appelle du détournement cognitif. On ne fait plus de blagues sur les personnes LGBTQ quand on sait qu'on en a dans notre milieu. Et tout simplement parce qu'on ne veut pas blesser et qu'on veut éviter les situations malaisantes. C'est possible qu'il y ait des personnes LGBTQ+, qui prennent ces blagues-là dans vos milieux. Mais l'enjeu, c'est qu'on ne sait pas toujours qui est LGBTQ+, et qui est à l'aise avec ces blagues-là. Donc, on l'évite parce qu'on n'a pas un tag dans le front LGBTQ+. Il y a des personnes, des fois, on a dit « Ah, moi, j'ai un gaydar », mais je m'excuse tout le monde, moi, je suis un homme gay de 41 ans. Et oui, j'ai découvert avec les années peut-être des codes pour reconnaître des gens de mes communautés, mais ça m'arrive encore moi-même de me tromper. Donc, je pense qu'il faut faire attention à ça, de ne pas faire de ne pas penser qu'on a une expertise pour découvrir. Des fois, on a des gens à côté de nous et on va faire le saut. On ne sait pas, puis ces gens-là n'ont jamais osé en parler parce que, justement, elles ne se sentaient pas en sécurité dans leur milieu. Donc, toujours faire attention à ça. Je vous donne un exemple aussi très clair. Comment s'appelait l'humoriste? Louis-José Hood, quelques années, parle du gala de la 10 puis fait une blague sur les tapettes à paillettes. Les tapettes à paillettes. Puis il fait une blague dans les réseaux sociaux, non, au gala, puis après ça, il s'est repris dans les réseaux sociaux puis dans les médias pour dire est-ce que la joke de Louis-José Hood avait sa place dans la société? Tu sais, comme encore aujourd'hui, est-ce qu'on peut rire de ces enjeux-là? On le sait que Louis-José Hood n'est pas homophobe, là. Que Louis-José Hood, c'est un artiste qui est ouvert aux enjeux LGBTQ. Il l'a montré à différentes reprises, mais ce jour-là, il a fait une blague sur ces enjeux-là. Puis comme organisation, nous, on s'est demandé, hey, on prend-tu position sur ce sujet-là? Parce que qu'est-ce qu'on fait avec ça et tout ça? Finalement, on a décidé de prendre position, puis on avait une campagne chez Gay Écoute à l'époque qui était la campagne de la tapette. Et la campagne de la tapette, c'était une tapette à mouche. Puis le titre de la campagne, c'était Ceci est une tapette. Et là, on mettait une image de tapette à mouche. Donc, dans le contexte, on avait décidé de prendre position dans les médias. Nous avons publié cette publication-là avec la tapette en disant Ceci est une tapette, hashtag Louis-José Hood. Pour ton info, Louis-José, ceci est une tapette. C'est quelque chose du genre. Puis on s'était demandé, hey, on fait ça, en même temps, on ne veut pas bâcher sur quelqu'un qu'on sait qui est un allié, mais en même temps, on s'est posé la question en se disant, ouais, mais qu'est-ce qui se passe avec l'adolescent qui se ferait traiter de tapette tous les jours à son école? Nous, on avait le rôle de réagir dans ce contexte-là. Et j'invite tous les milieux de travail à réagir dans ces contextes-là parce qu'il y a encore des gens que ça blesse de se faire appeler tapette. Il y a encore des gens qui ne sortent pas du garde-robe en 2022 parce que c'est difficile pour eux d'entendre ça. Donc, voilà, c'est un exemple assez concret. Ne pas diminuer l'impact des mots, ne pas invalider les émotions non plus, faire sentir à la personne qu'elle invente ou exagère ou détourne des propos. Il faut faire attention de ne pas faire ça. Ne pas culpabiliser la personne d'être qui elle est et de demander le respect. C'est normal qu'une personne dise « Moi, je n'accepte pas ça ». On le fait dans plein d'autres contextes. Il faut juste accepter que ça se fait là aussi. Comprendre que la personne LGBTQ+, puisse demander un changement rapide et qu'elle accepte moins certaines erreurs. Je sais que ça, c'est ce qui rend tout le monde inconfortable. Maintenant, on évite d'aborder ces sujets-là souvent parce qu'on a peur de faire des erreurs. L'idée, là, c'est que les personnes ont le droit de demander qu'on fasse moins d'erreurs. Mais on ne vous demande pas d'être des experts des réalités. On vous demande d'être des experts de l'inclusion. Une personne qui va démontrer de l'intérêt à être plus inclusif, on va toujours avoir une plus grande tolérance aux erreurs de cette personne-là parce qu'on sent son intérêt. On sent qu'elle pose des questions ou qu'elle va s'éduquer. Donc, faire des erreurs, ça arrive à tout le monde. Moi-même qui travaille là-dedans tous les jours, ça m'arrive encore aujourd'hui de faire des erreurs. Il n'y a pas longtemps, j'ai malheureusement mégenré, donc utilisé le mauvais genre en parlant d'une personne. J'avais mal compris son pronom. Je n'ai pas utilisé le bon pronom, puis ça doit pas arriver dans le meilleur des mondes. Mais quand ça arrive, ce qu'on fait, c'est qu'on s'excuse,
Puis on continue. Là, je vois le temps qui avance, mon cadran vient de sonner, mais j'arrive vers la fin. On ne fait juste pas rester longtemps sur les erreurs, parce que rester longtemps sur les erreurs, ça fait juste amplifier les inconforts. Et l'erreur, elle est tolérable. Il faut juste que l'intention de fond soit bonne, qu'on fasse attention à ne pas la reproduire et la reproduire et la reproduire. Une fois qu'on a fait une erreur, on essaie de se pratiquer soi-même pour éviter de la refaire. Rester authentique dans son ouverture, c'est un peu ce que je voulais dire par on peut faire des erreurs, ça arrive, mais comprendre que les diversités aussi doivent être célébrées et non tolérées. Célébrer la diversité, ça veut dire pas en parler juste une fois quand la journée internationale de l'homophobie arrive le 17 mai. Ça veut dire qu'on en parle à l'année longue. À l'année longue, on fait des petites formations où on a un comité LGBTQ dans notre organisation où peu importe l'initiative que vous faites, mais on célèbre la diversité, on ne fait pas que la tolérer. L'inclusion, il faut que ça fasse partie, en fait, je me permets de dire, de vos valeurs. Nous, on l'a rajouté dans nos valeurs chez Interligne parce que c'est l'ADN. Ça fait partie de l'ADN de notre organisation quand on veut être inclusif. Donc, quand c'est dans les valeurs, ça nous oblige à toujours l'avoir en tête. Maintenant, je comprends qu'on ne voit pas nos planifs stratégiques à tous les 2 ans. Là. Fait que si vous ne le mettez pas là, ça peut quand même faire partie de votre culture, puis ça peut être des éléments forts de votre culture sans être dans les valeurs. Mais il faut trouver, se donner les mécanismes pour que ça devienne des réflexes de toujours penser à on est-tu inclusif? Qu'est-ce qu'on a fait pour être inclusif? Comment on peut être meilleur? De toujours l'avoir en tête. L'inclusion ne peut pas non plus être sous-entendue, elle doit être mise de l'avant. Moi, il n'y a pas si longtemps aussi, j'ai une entreprise directrice des ressources humaines qui m'approche, qui me dit, moi, j'ai aucune personne LGBTQ dans mon organisation. Je dis, ah non, tu as combien d'employés? 250. Ben, je dis, c'est pas vrai. Tu as des personnes LGBTQ+ dans ton organisation. Les personnes LGBTQ+, en fonction des tranches d'âge, représentent entre 10 à 25 de la communauté, des communautés dans la population. Évidemment, les personnes qu'on retrouve, disons, en plus grande quantité, ce sont les jeunes. Pourquoi je dis évidemment? Parce que les jeunes sont peut-être plus à l'aise dans le contexte où ils n'ont pas vécu les mêmes ostracisations que j'ai nommées au début de la rencontre. Donc, aujourd'hui, ils sont peut-être plus à l'aise à faire des coming out ou à être en questionnement et à ne pas vouloir s'identifier aux personnes hétérosexuelles et cisgenres. C'est ce qui explique le 25 Mais ça reste quand même que 10 c'est un chiffre quand même très important. Donc, gardez ça en tête. On parle avec les communautés LGBTQ+, jamais à leur place. C'est-à-dire que si on porte des messages, on n'invente pas les messages. Il faut savoir ce que les communautés veulent comme message. On ne décide pas à leur place de ce qu'ils veulent avoir, de ce qu'ils veulent qu'on porte en termes de droits dans l'organisation ou dans l'entreprise. Il faut vraiment être avec eux autres. Inclure les personnes concernées dans les décisions. Si on prend des décisions sur l'inclusion, ça serait cool qu'il y ait des gens qui sont touchés par cette inclusion-là autour de la table. Éviter le tokenisme, c'est ce que je disais tantôt. Là. Si vous avez une personne noire dans l'organisme, vous allez la voir pour savoir comment je peux être plus inclusif des personnes noires, mais il faut reconnaître cette expertise-là. Si vous voulez avoir une personne, si vous voulez mettre de la pression sur cette personne-là, vous devez savoir est-ce qu'elle a le goût de s'impliquer avec vous là-dedans, est-ce qu'elle a le goût d'être taguée comme la personne noire qui fait de l'inclusion dans l'organisation. Si elle décide d'embarquer avec vous, il faut reconnaître son vécu expérientiel et sa compétence en lien avec son expérience, donc la rémunérer en conséquence ou lui donner un avantage lié avec ça. Si on fait juste utiliser ça sans aucun avantage, c'est ce qu'on appelle du tokenisme, c'est de prendre la personne et d'abuser un peu de son vécu expérientiel. Sur le plan organisationnel, éviter le pinkwashing, c'est un peu ce que je disais. Si on sort juste pendant la fierté pour annoncer nos couleurs et dire oui, notre entreprise est vraiment inclusive, on est dans les fiertés. Bien, ça, ce n'est pas suffisant. Si on sort pour avoir de la visibilité, non. Il faut démontrer comment concrètement, nous, on est inclusif dans notre organisation pour nos employés. Puis, socialement, comme entreprise, là, nos engagements sociaux, c'est quoi? Est-ce qu'on en soutient des organisations qui font de l'inclusion ou des organisations qui viennent en aide à des communautés spécifiques? Les entreprises font souvent des dons, mais une façon de démontrer qu'on n'est pas juste dans le pinkwashing, c'est de soutenir, là je parle pour ma paroisse, mais c'est soutenir des OBNL qui travaillent avec les communautés. Être proactif aussi dans le changement, prendre conscience de ses propres préjugés, réagir face à des situations discriminatoires et soutenir les personnes LGBTQ+. Souvent, il faut être conscient de ses propres préjugés et de ses privilèges. Moi, Pascal Vaillancourt, encore aujourd'hui à 41 ans, même si je suis aucunement gêné de mon orientation sexuelle, parce que moi, je suis un homme gay,
avant de prendre la main à mon chum dans la rue, il y a un paquet de choses qui se passent dans ma tête. Je ne suis pas mal à l'aise, je vais l'apprendre. La plupart du temps, je vais l'apprendre. Mais je vais toujours évaluer mon milieu pour savoir, y a-t-il des gens qui pourraient être homophobes? Y a-t-il des gens qui pourraient violenter? Y a-t-il des gens. Fait que je fais une analyse de mon milieu rapide. Moi, Pascal Vaillancourt, encore aujourd'hui, à 41 ans, je ne voyage pas dans tous les pays. Je ne peux pas voyager dans tous les pays parce qu'il y a encore une soixantaine de pays où c'est criminalisé l'homosexualité. Bref, ça, c'est des privilèges que je n'ai pas et que les personnes hétérosexuelles ont. Et après ça, il y a d'autres enjeux. Je sais que ce n'est pas toutes les personnes hétérosexuelles, mais il faut juste prendre conscience de ses propres privilèges. Les femmes en ont déjà moins que les hommes. Les personnes blanches en ont plus que les personnes racisées. Ça, il faut être conscient de ça. Puis, il ne faut pas voir ça comme une menace. Ce n'est pas parce qu'on vous dit que tu es privilégié là-dessus qu'on est en train de vous dire que vous êtes des mauvaises personnes. Mais la chose à faire, c'est de prendre conscience de son privilège puis de le mettre à profit des autres pour soutenir les autres communautés. Quand on dit réagir à une situation discriminatoire dans votre organisation, si vous voyez une joke homophobe, puis que vous la laissez passer, puis que vous ne réagissez pas comme leader, ben, vous venez d'endosser le comportement. Donc, il faut réagir. Il faut prendre des actions. Puis l'idée, c'est d'arrêter ça et de dire hey, tu nuis à notre espace sécuritaire ou fais attention à ce que tu viens de dire, ça pourrait être mal perçu, j'aimerais ça qu'on évite les blagues homophobes. Ou on prend une action. Il ne faut jamais présumer non plus l'identité d'une personne, peu importe son apparence ou sa façon de s'exprimer. De là, les pronoms. On parle souvent, en fait, moi, j'ai mis mes pronoms dans mon titre. Je sais que dans votre tête, c'est peut-être clair que je suis un homme. Puis que mes pronoms, c'est il, puis que mes accords sont au masculin. Mais quand moi, je prends le temps de lancer mes pronoms, même si c'est clair, ce que je suis en train de faire, c'est de lancer le message que je suis ouvert à l'idée de d'autres pronoms pour d'autres personnes et que je suis conscient que ma réalité n'est pas celle de tout le monde. Donc, vous lancez un message d'inclusion en mettant vos propres pronoms. Et on invite de plus en plus les entreprises, d'ailleurs, les entreprises le font de plus en plus à le faire dans leur bloc signature. Puis l'idée derrière ça, c'est juste d'être proactif, de dire aux personnes LGBTQ+, hey, tu peux être qui tu veux, puis tu peux me dire tes pronoms, je vais m'adapter. C'est pour ça qu'on choisit, qu'on informe les gens des pronoms. Concrètement, la présentation des pronoms, le mentionner lorsqu'on est en rencontre. Là, je ne l'ai pas fait au début, habituellement, je le fais, je l'ai oublié tantôt. Mais Pascal, pronom il, accord au masculin. J'aurais pu dire ça au début de la rencontre. Les mettre dans nos blocs signatures, réagir à se positionner lorsqu'il y a des attitudes, des comportements et des commentaires à l'encontre des personnes LGBTQ. C'est un peu ce que j'ai dit tantôt. Mais en lien avec les pronoms aussi, il faut faire attention. Tu peux demander à une personne comment tu t'identifies. Des fois, elle va te dire la vérité, puis des fois, elle ne te le dira pas. Si elle ne te le dit pas, c'est parce que son sentiment de confiance n'est pas encore bien installé. Puis des fois, ça va venir avec le temps. C'est à nous de lancer nos messages d'inclusion au fur et à mesure que les jours avancent. Puis un jour, la personne va peut-être être à l'aise de vous dire ses vrais pronoms. Mais vous avez le droit de demander à une personne comment elle s'identifie. Mais pour que ça, je pense que la formule soit le plus optimale, il faut d'abord commencer par soi-même s'identifier. Pascal, pronom il. Toi, Manon, tu utilises quel pronom? On y va avec nous d'abord. Adopter un vocabulaire inclusif, ben ça, on va éviter les monsieur, madame, les gars, les filles, les étudiants, les étudiantes. Une bonne façon aussi à l'écrit de le faire, c'est d'utiliser le prénom et de vous voyer dans les communications. Les formules francophones sont super genrées. On va écrire une lettre, ça va être monsieur, madame. Si vous savez à qui vous écrivez, vous êtes convaincu de son pronom et comment elle s'identifie, le monsieur ou le madame peut être très approprié. Mais si vous ne connaissez pas le pronom de la personne à qui vous vous identifiez, vous pouvez utiliser le prénom ou le nom complet de la personne plutôt que de dire Monsieur Vaillancourt. Ben moi, je suis à l'aise qu'on dise Pascal Vaillancourt, puis qu'après ça, on s'adresse à moi, ou Pascal, puis qu'après ça, on parle avec moi ou vous. Ça reste tout aussi poli. Accorder vos phrases avec le mot personne, je l'ai déjà mentionné, mais comme employeur, de dire les personnes employées, j'aimerais vous avoir à telle heure pour tel endroit. Tu sais, comme en utilisant le mot personne, vous n'avez pas genré personne, puis ça vous montrez votre inclusion. Ensuite, le vocabulaire, j'arrive vraiment vers la fin, ça ne sera pas très long. Développer le savoir-être dans vos échanges. On vous conseille de vous pratiquer, connaissez les bons mots et utilisez-les adéquatement. Puis en cas d'erreur, excusez-vous et continuez la conversation. Évitez d'insister, d'amplifier, je l'ai déjà nommé tantôt. Comment réagir lorsqu'une erreur se produit? Écoutez, demandez des précisions aux besoins et reconnaissez les torts subis.
Engagez-vous à ce que les choses changent. Veillez à ce que cet engagement soit respecté. Et respecter et faire preuve d'empathie peut faire beaucoup pour bâtir un lien de confiance. Ça, c'est des choses qui sont essentielles lorsqu'on fait des erreurs. Puis vous allez voir, là, on passe à travers les erreurs. Moi, j'en ai fait des erreurs quand je suis arrivé chez Gay-Écoute. Une fois, j'étais allé à Salut Bonjour, j'ai fait une entrevue et j'ai fait une erreur dans l'entrevue. Le temps que je parte de Salut Bonjour puis que j'arrive à mon bureau, j'étais envahi de commentaires dans les réseaux sociaux, des groupes trans, des personnes trans qui n'avaient pas apprécié mon commentaire. Je me suis excusé, j'ai avoué mes torts, j'ai corrigé, puis finalement, aujourd'hui, j'ai des liens très forts avec ces communautés-là, puis ces organismes-là. L'idée, c'est de reconnaître ce qu'on fait, puis vous allez voir, on passe par-dessus ça. Il faut savoir, là, en inclusion, si je ramène ça au leadership, intégrer l'inclusion dans ses valeurs, c'est, à mon avis, essentiel. Si ce n'est pas dans vos valeurs organisationnelles, dans vos valeurs de gestionnaire, c'est essentiel. L'authenticité, l'humilité, il faut le garder en tête. La compétence solide en gestion du changement. La compétence en gestion du changement, là, c'est la clé de réussir une transformation organisationnelle. On est ferme dans les objectifs d'inclusion qu'on veut atteindre, mais il faut être absolument souple dans les moyens pour les atteindre. Il faut aller avec ce que les gens proposent, il faut les impliquer, il faut les communiquer, il faut qu'ils fassent partie du changement et qu'on mobilise tout le monde là-dedans parce que s'il y a des résistances dès le départ et qu'on n'est pas capable de passer au travers, on va échouer. Donc, important de vous former en gestion du changement lorsqu'on veut transformer une organisation. Capacité à naviguer les conversations difficiles. C'est inconfortable, l'inclusion. Je vous le dis, il va y avoir des discussions pas le fun. Il va y avoir des sujets, des patates chaudes qui nous ont entre les mains et qu'on ne sait pas quoi faire avec ça. Il faut être capable d'aller au-delà de ça. Il faut être capable d'aller chercher la richesse des conversations avec notre équipe. Donc, d'en sortir l'élément positif. Ça, c'est une force du leader inclusif. C'est vraiment important d'avoir ça en nous parce que si on reste sur le négatif puis qu'on ne passe pas au travers, ben, ça va juste rebuter tout le monde et on ne voudra pas aller plus loin dans la démarche. Le leadership aussi nécessite d'être en mesure de faire ressortir la richesse des situations, je l'ai nommé, de faire preuve de courage dans ses décisions pour ébranler le statu quo. On va vers ce qui nous ressemble, on va vers ce qu'on connaît, c'est normal, mais il faut aller à l'encontre de ça des fois pour pouvoir devenir plus inclusif. Et là, le courage, pour moi, le courage managérial est hyper important dans une démarche d'inclusion. Donc, je dirais même voire essentiel. De créer et maintenir des climats de travail de confiance et sécuritaire, donc de jouer un peu à s'assurer que les gens aient une place pour s'exprimer, d'intervenir quand il y a des blagues ou des commentaires inappropriés, de maintenir le climat de sécurité, c'est aussi le rôle essentiel du leader. Ça m'amène à la fin. Je vous présente juste le programme Make Fierté, qui est le programme d'Interligne. Qui offre un outil d'évaluation de vos milieux de travail si jamais vous voulez entamer une démarche éventuellement d'inclusion dans vos organisations. Nous, Interligne, on offre cet accompagnement-là. On a un parcours de 5 formations pour vos employés, en fait, pour les amener à développer les comportements puis les attitudes qu'on veut dans les milieux. Puis aussi des formations qui vous donnent plus de connaissances sur les enjeux LGBTQ+ en détail. On offre également de la consultation, on accompagne les entreprises. On s'adapte en fonction des organisations pour les coûts liés à tout ça, mais on s'adapte toujours. Mais bref, c'est un programme qu'on offre si jamais il y a quelque chose qui vous intéresse là-dedans. On a également des outils pour combattre les violences dans différents milieux. Celui-là ici, c'est pour les milieux scolaires. Et on a une vidéo, je vous invite à aller voir la chaîne YouTube d'Interligne. C'est une vidéo sur l'acronyme LGBTQ+, qui vous explique chacune des lettres de l'acronyme. Donc, je pourrais peut-être l'envoyer à Manon aussi. Si je ne sais pas, Manon, si tu partages ces trucs-là, mais je pourrais envoyer ça sans problème. Là. Et finalement, en conclusion, les enjeux LGBTQ+ sont partout dans la société. Gardez ça en tête. C'est pour ça que nos organisations sont en train de se transformer. La remise en question de nos pratiques internes peut être très bénéfique pour une organisation. J'en ai pas beaucoup parlé, mais les organisations réellement inclusives n'ont pas de pénurie de main-d'œuvre, n'ont pas de difficulté avec l'attraction.
Ils amènent des gens dans l'organisation facilement parce que leurs valeurs sont inclusives. La performance des employés est souvent plus grande parce que les employés savent qu'ils peuvent être eux-mêmes dans les organisations. Donc, pas toujours en train de réfléchir à comment cacher leur orientation sexuelle ou leur identité dans leur milieu. Donc, toutes ces raisons-là sont bénéfiques pour remettre en question nos pratiques d'inclusion. Et adopter une posture inclusive, plusieurs de ces actions sont à votre portée et contribueront à une culture plus inclusive. On n'a pas besoin d'être des experts de tout pour commencer à changer des choses. Ce que je vous ai dit, la dernière partie de la conférence, ce sont des choses qui sont toutes à votre portée en tant qu'humain, en tant que personne, en tant que leader. Donc, n'hésitez pas. La conférence va être disponible là, sur le site de Manon, sur le groupe de Manon, si j'ai bien compris, pour les personnes inscrites. Donc, vous pourrez la revoir, mes PowerPoint, regarder les comportements à changer. Et il y a beaucoup d'éducation potentielle avec les groupes communautaires aujourd'hui. Donc, j'arrive à la fin, gardant en tête que l'inclusion ne s'atteint jamais à 100%. L'inclusion, en fait, voyez-le là, comme le soleil vers lequel on navigue. On veut aller vers là, on ne le touchera jamais. On n'arrivera jamais à le toucher. C'est ça l'inclusion. On navigue vers notre soleil qu'on ne touchera jamais, mais ça fait quand même du bien de naviguer par là. Donc, faites attention de ne pas prendre pour acquis qu'on est une organisation inclusive. Nous, chez Interling, on est en constante remise en question malgré tous les succès qu'on a eus dans nos démarches d'inclusion. Merci beaucoup. J'ai un profil LinkedIn. Si jamais vous voulez aller m'ajouter sur LinkedIn, ça va me faire plaisir de connecter avec vous. Et voici mes coordonnées si jamais vous avez envie d'en parler. Je suis disponible pour les questions. Désolé, j'ai dépassé un petit peu le 13 heures, mais ça me fera plaisir. J'arrête le partage d'écran. Merci beaucoup, Pascal. Moi, je suis toujours étonnée quand tu sors des statistiques et tout ça. On a eu la chance d'échanger un peu avant, puis ça bouscule, puis ça nous remet en perspective qu'on est vraiment, je veux parler pour moi, là, je trouve que même si j'ai une philosophie très inclusive, mais je suis déconnectée de bien des affaires, tu sais. On pense on suppose que, mais quand tu nous amènes des chiffres en plus, je trouve moi, ça me brasse. Une stat que je n'ai pas dit, c'est qu'encore au Québec, aujourd'hui, la dernière étude date de 2018, 2017, je crois, mais une personne sur deux n'ose pas faire un coming out en milieu de travail. Donc, il faut le savoir, c'est une stat qui est très forte. C'est dans notre Québec à nous, où on pense que tout est réglé, mais une personne sur deux encore n'ose pas faire le coming out. C'est assez... C'est frappant. C'est Ouais. des chiffres qui sont frappants. Puis je trouve ça bien je trouve que tu vulgarises bien les concepts, les stratégies, tout ça. Je te remercie. Merci de ton temps. Puis là, il ne semble pas y avoir de questions. Il faut croire que tout était bien expliqué. Tu as donné des bons exemples très explicites, puis même de ton vécu. Je trouve ça intéressant de, tu es ouvert, tu utilises comment j'ai noté, là, ton vécu expérientiel. Oui, c'est ça. C'est vraiment, c'est gentil de ta part, c'est très généreux. Ça me fait plaisir, puis soyez très à l'aise. S'il y a d'autres questions après, vous pouvez m'écrire, ça me fait plaisir, puis on reste en contact. Merci beaucoup. Merci pour tout, Pascal. Salut. Steve, je te dis bonjour. On ne s'est pas vu depuis longtemps, mais je te salue.